Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial de Gabon 24. Le 12 octobre 1492, les Européens découvrent les côtes de l'Amérique, une découverte historique qui vient révolutionner l'histoire du monde et pour laquelle les Africains ont joué un rôle important. Pour en parler et pour revenir sur ces faits majeurs de l'histoire avec moi sur ce plateau, Monsieur l'ambassadeur de l'Espagne au Gabon, Fernando Alfonso Navaridas. J'y arrive, alors bienvenue. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Avec nous sur ce plateau également, le professeur Nicolas Ngouvé. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine. C'est vrai. Merci beaucoup d'être également avec vous. Merci à vous de nous avoir invités. Première question, messieurs, d'abord peut-être pour le professeur. Au départ, avant l'exploration des côtes atlantiques, parce qu'il y avait d'abord l'Afrique, ensuite l'Amérique, comment était organisé le monde? Ce qu'il faut dire, c'est que, vous l'avez déjà annoncé, l'histoire du monde comporte un avant Christophe Colomb, un pendant Christophe Colomb et un après. Donc, et tout se passe autour de l'Atlantique. D'accord. Donc, c'est très important, de mon point de vue, de planter le décor en voyant qu'est-ce que le monde atlantique était avant la découverte de l'Amérique. Alors, à cette question, je répondrai que l'Atlantique, évidemment, cette étendue d'eau qui met en contact naturellement trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Alors, au début, ces trois continents vivaient d'une manière assez isolée par rapport à l'Atlantique. Ils avaient des contacts ailleurs, mais pas à travers l'Atlantique. Il y avait au nord l'Atlantique, donc en Europe, l'Europe du Nord. On a noté que avant la découverte de l'Amérique, les Scandinaves, les pays de la Scandinavie, donc, avaient lancé quelques expéditions sur l'Atlantique Nord, vers l'Atlantique Nord. Et c'était des expéditions assez passagères. On a parlé des Vikings, on a parlé de... en tout cas, voilà comment il commence à y avoir de l'activité autour de l'Atlantique. Il y a également l'Afrique. Il y a en Afrique, donc, les Africains ne semblent pas avoir, selon les documents qui existent, ne semblent pas avoir eu une véritable ambition atlantique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'activité sur l'Atlantique. Il y a eu évidemment des activités de pêche, des activités de commerce autour de lancées dans l'Atlantique. Mais il y a surtout autour de 1311, dans les années 1311, l'empereur du Mali, dit-on, aurait lancé une expédition dans l'Atlantique, une première expédition qui a échoué, mais l'expédition en question était composée de plusieurs navires maliens pour aller découvrir l'Atlantique. D'accord. Bon, alors finalement, il a lancé une deuxième expédition qui, dit-on, serait arrivée en Amérique. En Amérique, je parle de l'année 1311. Donc, dans le 14e siècle. Donc, au 14e siècle. Donc, voilà, il y a cette... Bon, les Européens, en tout cas, il n'existe pas de documents vraiment, donc beaucoup de documents qui étayent cette version. Qui ont des données exactes de cette version. Voilà. Alors, ensuite, on peut parler des habitants de l'Amérique précolombienne. Et ces habitants-là, vous savez qu'il y avait les Mayas en Amérique précolombienne qui étaient réputés comme des grands architectes, des grands observateurs des astres. Donc, ils avaient une science très, très développée. Mais là encore, les documents ne sont pas encore assez probants pour démontrer que les populations mayas, par exemple, avaient effectivement des ambitions sur l'Atlantique. Sur l'Atlantique. Par contre, oui, allez-y, professeur. Par contre, les Européens sont ceux qui ont des documents qui prouvent
qu'il y a une activité atlantique assez développée. Mais il faut dire que cette activité européenne en Atlantique, en fait, elle est lancée d'abord à travers la Méditerranée. D'accord. La Méditerranée. Donc les échanges entre voilà, l'Europe et les pays entre du nord de l'Europe, l'Afrique. tout cela. Voilà. Et dans cette navigation méditerranéenne, a fourni aux Européens suffisamment de moyens techniques, suffisamment de moyens scientifiques pour enfin se lancer dans l'Atlantique. Et c'est là où je vous passe la parole, monsieur l'ambassadeur. Quel était l'intérêt pour les Européens d'explorer d'abord les côtes africaines, puisque c'est par là qu'ils ont commencé? Bon, l'intérêt, la première chose que je dois dire, c'est que c'est un intérêt très ancien. Et disons qu'on a de récits historiques, et Hérodote notamment, qui nous parle déjà de ces explorations et qui venaient de l'année 600 avant Jésus-Christ, faites par le pharaon en Égypte. À ce moment-là, c'était, bon, toujours c'est le protagonisme de l'Afrique dans la découverte des routes. Et dans ce cas, disons que la circumnavigation de l'Afrique a été faite de l'autre côté, à partir, disons, de la mer Rouge, apparemment, selon ces récits d'Hérodote, aurait pris 300 à arriver de nouveau aux côtes. Alors, en ce qui concerne les Européens. Les Européens. Et les Européens, bon, il y avait bien sûr des connaissances techniques, des connaissances scientifiques qui proviennent toutes de l'époque grecque, de l'époque romaine, et qui étaient là. Il y avait des intérêts bien sûr économiques à trouver les routes vers l'Orient pour pouvoir avoir une voie commerciale directe avec l'Inde, avec la Chine. Notamment. Oui, disons le style des épices, non? Et qui était au-delà des royaumes, au-delà de royaumes musulmans, non? Donc il faut surtout que les Turcs contrôlent déjà le Bosphore et éliminent Constantinople, l'Empire romain d'Orient. Il devient de plus en plus important de trouver d'autres voies d'accès vers les marchés des épices, les marchés des richesses d'Orient. Donc on se lance dans l'activité dans l'Atlantique. Oui. Ça, c'est une raison. Il y a aussi des raisons stratégiques. Non? On a l'histoire du royaume du prêtre Juin. Pendant le Moyen Âge, par exemple à l'époque des Croisades, c'était l'espérance des chrétiens, non? D'avoir de l'autre côté de l'empire musulman, d'avoir un royaume chrétien. On parlait que peut-être c'était en Asie et notamment en Afrique orientale et en ce qui est Éthiopie, c'était effectivement un royaume qui était chrétien. Donc ça, par exemple, du point de vue stratégique, c'était très important d'essayer de voir s'il y avait au-delà un soutien. Et du point de vue économique, on l'a dit, non? Bien sûr, c'est la recherche des épices, c'est la recherche de l'or, c'est la recherche de l'or, et les explorations qui sont faites sur la côte africaine occidentale, et elles recherchent un or qu'on savait qui existait, parce que les caravans, à travers le désert, le ramenaient au sud de l'Espagne. Et en Espagne, c'était à ce moment-là le royaume de Grenade, qui était musulman. C'était le dernier royaume musulman au sud de l'Espagne, qui était un emporium commercial de quelques produits de luxe du moment, comme c'était le sucre, comme c'était la soie, comme c'était l'essence-soie, par exemple. C'était très connu à cette époque. Et voilà, donc il y a ce genre d'intérêt. Un autre intérêt très important, je crois, c'est la question de les connaissances. Et à ce moment-là,
Il y a bien sûr une course technologique qui commence à se développer en Méditerranée, dans les pays, disons, les principautés qui existaient, ou les républiques qui existaient en Italie, et aussi dans les pays de l'Europe occidentale qui étaient plus penchés vers la navigation, qui à ce moment-là étaient l'Espagne, était le Portugal. Donc, il y avait une course technologique, une course de connaissances et les explorations aussi vont servir à, disons, augmenter, disons, le pouvoir technologique, le pouvoir technique des pays. Alors, professeur, on va remarquer qu'avec les Portugais, on commence pratiquement au début du XVe siècle. Et c'est peut-être vers la fin du XVe siècle, vous avez précisé qu'on arrive finalement à faire la boucle du continent, de la côte ouest du continent africain. À quel moment interviennent les Espagnols? Alors, c'est important l'ambassadeur l'a dit, de comprendre que cette expansion européenne se déroule fondamentalement entre les deux pays de la péninsule ibérique, que sont le Portugal et l'Espagne. Alors, il y a un phénomène qu'il faut souligner, c'est que ces deux pays-là avaient été envahis par les musulmans de l'Afrique du Nord. Donc, ils ont lancé, ça c'est depuis le 7e, enfin le 8e siècle, hein. Donc, ils ont lancé, tous ces deux pays-là, un processus de reconquista, enfin de reconquête, c'est-à-dire d'expulsion progressive des musulmans. Alors, ce sont les Portugais qui, les premiers, se débarrassent de ce carcan, de cette présence. Donc, pour des raisons diverses, hein, mais donc, ils sont donc les premiers à se lancer. Une fois qu'ils se sont débarrassés des musulmans, ils se lancent donc dans l'exploration progressive des côtes africaines. Ça commence par Ceuta en 1415, hein, c'est-à-dire sur la côte du Maroc africain. Ça continue par 1418 par les îles de Madère. C'est lent, hein, bien sûr, il y a des explorations, il y en a qui échouent, il y en a qui avancent, il y en a qui... Bon, alors on arrive en 1427 dans les îles Açores, donc on est déjà là, carrément au large de l'Afrique. Ensuite, on arrive au Cap Vert, 1444. Alors, au Cap Vert, là, on est carrément en face du Sénégal. Carrément, oui. Donc, en même temps que les Portugais arrivent sur ces îles-là, évidemment, ils explorent également la côte africaine proche. Alors, ça progresse lentement, des expéditions sont lancées, parce que l'Atlantique, la navigation dans l'Atlantique pose énormément de problèmes techniques. Effectivement. Oui, lutter contre les vents, découvrir le sens des vents. avec l'outil qui n'était pas forcément adapté. Qui n'était pas encore au point. Donc, progressivement, tout le long du XVe siècle, enfin tout le long, la première moitié du XVe siècle, et 1400, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais enfin, disons 1488 déjà, les Portugais arrivent au Cap de Bonne-Espérance. Donc, ils ont fait donc, le tour de l'Afrique. Alors, ça dure, je vous dis, de 1415 à 1488. Ça leur a pris assez de temps. 98. 88, d'accord. Donc, quasiment 70 ans pour faire la côte ouest de l'Afrique. Voilà. Finalement, il y a un personnage intéressant dans toute cette découverte, c'est Christophe Colomb. Est-ce qu'on peut dire que cette expérience du continent africain va mûrir chez Christophe Colomb le fait de vouloir explorer l'Atlantique au-delà du continent africain, donc d'aller maintenant vers la partie américaine? Non, bien sûr. Non. Disons que Christophe Colomb, il est une personne qui est très liée à ces moments. Au Portugal, il est marié avec une dame qui appartient à la noblesse. Donc, il est très bien connecté. Et il participe dans beaucoup de projets, dans beaucoup d'explorations avec les Portugais. Il essaye avec les Portugais de mener à bien un grand projet qu'il a. D'où vient ces projets, cette idée? Bon, il y a des théories très diverses. Et il utilise un map, c'est celui d'une carte, c'est celle de Toscanelli, non?
qui provient ou qui fait un calcul fondé sur, de nouveau, des savants de l'époque grecque. Hein. Et donc, des Ptolémées, en fait, qu'il prenait un calcul de Posidoine du siècle II avant Jésus-Christ, l'époque hellénistique, et qui avait réformé des calculs sur la circonférence de la Terre qui avaient été faits au XIIIe siècle par, à ce moment-là, le directeur de l'école et de la bibliothèque d'Alexandrie, de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, Ératosthène. Ératosthène avait fait les bons calculs. Et en fait, la circonférence qu'il calcule au IIIe siècle avant Jésus-Christ avait 40 066 km. Donc seulement 66 km de plus que la réalité. Il était très 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 précis. Il est très intéressant probablement pour les publics gabonais de savoir qu'il a fait les calculs en Afrique. En fait. Donc les calculs d'un élément qui était très important pour les aventures de découverte et pour la découverte de l'Amérique étaient faits sur le territoire de l'Afrique. Bon, donc lui, il a présenté les calculs de la carte de Toscanelli qui n'était pas précis. Mais d'où sortaient les informations qu'il avait, non? Pour dire, bon, il y a la Terre là. Non? Oui, par exemple. Oui. Alors, Christophe Colomb, on en vient à vous, professeur. Qu'est-ce qui a suscité la curiosité de cet explorateur-là pour, finalement, au lieu de vouloir aller en Inde par le continent africain et traverser pour entrer sur le continent asiatique, c'était plutôt l'inverse. Il a voulu tenter l'effet inverse. Qu'est-ce qui a suscité cet intérêt chez Christophe Colomb à cette époque-là? Bon, il faut repréciser que à cette époque, il y a effectivement une effervescence en Europe pour essayer de rouvrir les routes de l'Inde. Bon, mais la présence musulmane autour de la Méditerranée était un obstacle. Donc, tout le monde, surtout les habitants de la péninsule ibérique, cherchaient un autre chemin pour aller en Inde. C'était une tendance générale. Alors, Christophe Colomb avait d'abord présenté son projet au roi du Portugal. D'accord. Mais il leur a présenté au moment où les Portugais étaient en plein succès dans l'exploration des côtes africaines. Oui. Voyez? Donc, ça leur réussissait, ils progressaient. Et je dois dire, revenir un peu sur cette progression des Portugais, pour dire que quand ils avancent le long des côtes africaines, ils établissent également des relations avec les Africains. Effectivement. Vous voyez? Ça, c'est très important parce que il y a des échanges qui sont lancés dès le départ. Hein, et c'est très important ça. Mais on remarque que c'est juste des comptoirs, pas véritablement oui, bon, c'est-à-dire que une à cette idée de époque, conquête. Voilà, à cette époque, effectivement, il n'y avait pas, disons, une installation portugaise en tant que telle. Les Portugais maîtrisent surtout leur empire, hein, se limite à certains points de les îles atlantiques, Sao Tomé Principe, le Cap-Vert, etc. Ils lancent également des excursions sur la côte africaine. Ils établissent des relations avec certains peuples côtiers, les relations qui ont laissé des traces, par exemple avec le royaume du Bénin, avec le royaume du Wolof, avec le royaume du Congo particulièrement, vous voyez. Donc les relations sont établies bien avant la découverte de l'Amérique. Bon, alors, mais pour en revenir à votre question, Christophe Colomb a séjourné au Cap-Vert. Et c'est là qu'est né son fils Diego. D'accord. Cap-Vert. Et de là, évidemment, il est en contact fréquent avec les autres, avec les Portugais, qui lancent des expéditions, qui vont, qui viennent, qui racontent des histoires plus ou moins vérifiées. Et donc, Christophe Colomb est, comment dire, imprégné de cette fièvre portugaise.
de la maîtrise de l'Atlantique. Et c'est à ce moment-là que, bon, maintenant c'est peut-être dans le domaine du mythe, on dit qu'il il serait entré en contact avec des marins portugais ou d'autres nations qui seraient effectivement allés avant lui du côté, enfin un peu plus loin dans l'Atlantique. Et il y a ça, c'est une première version. Et une autre version dit que justement l'empereur Aboubakri du Mali, qu'il avait lancé cette expédition-là dont je vous ai parlé, que bon, il y aurait eu effectivement dans la zone du Cap-Vert, toute cette zone-là, des rumeurs, des informations qui circulaient. On ne sait pas si c'est des Portugais, on ne sait pas si c'est Aboubakri, l'Africain. Enfin, en tout cas, il y a eu effectivement cette information-là que les gens gardaient secrète. Hein. Bon, donc Christophe Colomb a dû profiter pour lancer son expédition. Mais alors, c'était quand même... Allez-y. Oui, non, là, il est intéressant de remarquer, non, il y a la question, pourquoi, si elle était mariée à un Portugais, s'il avait ses contacts avec le Portugal, pourquoi, finalement, il le fait avec l'Espagne? Oui. Et, il était quelqu'un je veux dire, de très bien coté, non? Et une personne très... marié à quelqu'un de la noblesse. Et quand il a demandé ces conditions, le roi de Portugal a trouvé que c'était des conditions extrêmes. Non? Il voulait être le vice-roi, il voulait être le gouverneur des terres, il voulait avoir une participation très grande des richesses qui seraient redécouvertes. Non? Et comme le professeur l'a dit, finalement, le Portugais, il savait déjà, non? Il voit d'exploration qui marchait. Donc, et à ça, on doit ajouter que les Portugais, en même temps qu'il était en train de négocier avec un Christophe Colomb qui était très exigeant, il lançait ses propres expéditions secrètes sans qu'il puisse le savoir vers l'ouest, seulement que ces expéditions n'ont pas connu de succès. Et il faut ajouter finalement, et à cette époque, et le fait que le roi de Portugal, Juan Jean II, qui était de la dynastie Avis, commence à lancer une campagne, disons, de persécution à la famille noble la plus importante, qui est Bragança, et le duc de Bragança, famille qui était relationnée avec la femme de Christophe Colomb. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui finalement font que Christophe Colomb, qui a été là, qui a traîné des années à essayer de vendre une idée techniquement un peu imparfaite, non? Parce que c'était sur le calcul de la carte de Toscanelli qui n'était pas bonne, non? Qui ne suivait pas Eratosthène. Et finalement, il dit, bon, je pars ailleurs. Et il va en Espagne et rapidement, et il trouve de nouveau les mêmes problèmes, disons, scientifiques. Il y a de nouveau des réunions des scientifiques de l'époque qui examinent, ils disent, bon, le plan de Colomb ne mesure pas la Terre bien, il dit que c'est 30 000 km, disons, et ce sont 40 000 km selon Eratosthène, selon le calcul le meilleur, non? Et donc, il y a là la pression, bien sûr, non, de scientifiques qui disent non, ça ne vaut pas la peine. Mais quand même, il arrive à parler directement avec la reine Isabelle. Elle est convaincue. Elle sait que là, disons, les royaume de scientifiques... Castillo, c'est ça? Isabelle de Castillo, oui. Et elle sait que les scientifiques de l'époque sont contre, mais il voit qu'il est très convaincant. Donc, finalement, elle décide de l'appuyer. Et bon, c'est une histoire très longue, très intéressante. Oui. Mais alors, peut-être pour terminer cette première partie, professeur, comment Christophe Colomb arrive quand même à réussir sa traversée quand on sait que le voyage était périlleux et qu'il y a eu plusieurs explorations qui ont échoué? Oui. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'historiens, y compris espagnols, en observant
bon, les connaissances qu'on a actuellement, des courants marins, des vents, tout cela. Alors, il constate que Christophe Colomb a fait exactement ce qu'il fallait faire. À une époque où il n'y avait pas de moteur, où on ne comptait que sur la voile et les courants marins. Alors, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'il s'est conduit comme s'il savait exactement où aller. C'est ça qui renforce un peu l'idée selon laquelle il avait dû être au courant. Il a été en contact avec des personnes qui auraient déjà été... Voilà, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est que il arrive à la hauteur des îles Açores. Évidemment, c'est là où les courants atlantiques, qui viennent de l'Atlantique, une fois qu'on se met là, ces vents-là, ces courants se combinent avec les vents alizés qui automatiquement amènent le bateau vers les Caraïbes. C'est exactement ce que Christophe Colomb a fait. D'accord. Et au retour, pas le même cheminement, mais il prend les contre-alizés. Parce que quand il part, c'est les alizés. Au retour, c'est les contre-alizés qui le ramènent exactement comme ce qu'il a fait. Nous aurons l'occasion, messieurs, de revenir sur cette belle expérience de Christophe Colomb. Je rappelle que je suis avec l'ambassadeur d'Espagne au Gabon et le professeur Nicolas Ngouvé. Occasion pour nous de mettre un terme à cette première partie. On se retrouve juste derrière. Madame, Messieurs, nous sommes de retour dans ce plateau spécial consacré à la découverte des côtes américaines, mais également au rôle important joué par le continent africain. Monsieur l'ambassadeur, je me tourne vers vous. Finalement, ces voyages de Christophe Colomb ont abouti à la découverte d'un nouveau continent. Voilà. Et effectivement, vous le savez, en 1492, le 12 octobre, c'est le jour que Christophe Colomb arrive en Amérique. Et dans l'île de San Salvador, qui est l'une des îles Bahamas, de l'archipel des Bahamas. Et à partir de là, il y a plusieurs voyages qu'il dirige, 4 voyages jusqu'à l'année 1500, et qui vont accroître les connaissances géographiques. Non? Et à partir du 3e voyage, déjà, Colomb touche le continent. Il ne connaît pas à ce moment-là, certainement, qu'il est arrivé dans un nouveau continent. Il se dit peut-être qu'il a atteint l'Inde. Oui, il dit ça. Il dit c'est l'Inde, vous voyez, parce qu'il ramène par exemple les Indiens et qui ont l'air asiatiques. Parce que vous savez que ce sont des populations qui sont traversées le détroit de Bering à l'époque glaciale, donc qui proviennent de l'Asie en fait, non, les Indiens de l'Amérique. Donc il dit non, vous voyez, ce sont des Asiatiques, non. Donc, mais finalement, disons qu'à partir de ce moment-là, dans le premier ans du XVIe siècle, il y a une énormité d'exploration de la part des Espagnols dans la zone. Et il y a aussi un accord avec les Portugais en 1494, le traité de Tordesillas, où l'on divisait un peu l'exploration. Non? À l'ouest, c'était l'Espagne, à l'est, c'était le Portugal. Donc là, il y a un grand essor d'exploration. Et ça a posé aussi beaucoup d'autres questions, pas seulement des questions scientifiques, et des questions psychologiques, des questions sociologiques. Et des rencontres de peuples qui ont des habitudes complètement différentes. Et qui ont, disons, on va le voir probablement plus tard, non? Mais qui vraiment ont transformé énormément beaucoup notre époque. En fait, c'est à ce moment-là qui commence l'ère moderne. Et c'est pas seulement par disons, les découvertes en soi. C'est parce que ces découvertes poussent, provoquent des questions si importantes que finalement transforment la manière de penser le monde des Européens et du monde entier. Voilà. Alors, professeur, dans ces moments importants dans l'histoire de l'humanité en général, quel est le rôle finalement joué par l'Afrique? Oui, c'est très important d'inviter les Africains à se pencher sur la date de 1492 pour voir quel rôle ou bien quel impact cette date-là
a eu sur l'histoire de l'Afrique. Oui. Les historiens ont l'habitude de faire partir l'ère moderne de 1492. Or, je vous ai dit tout à l'heure que les Portugais commencent à mettre pied à mettre pied sur l'Afrique avant la découverte de l'Amérique. Et le type de rapport que les Portugais ont avec les Africains sont des rapports qui tendent à amener les Africains à changer de manière de vivre. Ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité en quelque sorte. Parce qu'en 1490, par exemple, 91, juste avant la découverte de l'Amérique, les Portugais amènent l'évangile au Congo. D'accord. Et l'évangile, ce n'est pas seulement croire en Dieu, c'est également changer la manière de vivre, changer la manière d'être. La mentalité. Voilà, la mentalité. Vous voyez, et c'est ça qu'on appelle la modernité. En fait, la modernité n'a pas commencé en Amérique, mais plutôt en Afrique. D'accord. En tout cas, l'ère moderne commence avec la présence des Portugais en Afrique. Et alors qu'on a toujours eu l'impression que les Noirs africains étaient transportés en Amérique juste en tant qu'esclaves, ils ont également joué un rôle dans la conquête de ce continent. Alors, oui, ça c'est... Donc, je voulais d'abord souligner cet aspect-là, que l'Afrique entre de plein pied dans l'histoire, contrairement à ce qui a été souvent dit, avec l'expansionnisme européen. Ils sont dans l'histoire du monde. Oui. La modernité qu'on attribue à la découverte de l'Amérique, en réalité, elle commence avec les Africains. Avec les Africains. Voilà. Alors, les voyages de Christophe Colomb, pour en revenir à ça, le voyage de Christophe Colomb, dès le deuxième voyage de Christophe Colomb en Amérique, il embarque déjà des Africains. Oui. Oui. Donc, les Africains sont déjà parmi donc, comment dire, les Espagnols ou les habitants de l'Europe que les Espagnols amènent en Amérique. Ils font partie du voyage. Ouais. Maintenant, quand ils arrivent en Amérique, ces Noirs-là, ces Africains, n'étaient pas tous les esclaves. D'accord. Donc, je vous ai dit également qu'il y a d'abord, dans tout le territoire américain, il y a d'abord la découverte, la conquête et la colonisation. Et les Africains, depuis le second voyage de Christophe Colomb, participent également à ces trois aspects de la présence européenne. Les Africains participent à la conquête des grands empires précolombiens, comme l'empire aztèque, comme l'empire inca. Vous voyez, les Africains font partie des expéditions militaires qui combattent et qui arrivent à dominer les empires. L'Afrique est bel et bien entrée en même temps que les autres dans ce monde atlantique, qui semble aujourd'hui, enfin, il y en a qui pensent que l'Afrique n'y est pas présente, mais c'est complètement erroné. Complètement erroné. Les Africains ont participé à la découverte, à la conquête et à la colonisation. À la colonisation, en implantant également leur culture, en transportant leur culture. Exactement. Parce que ce que nous appelons traditionnellement l'esclavage des Noirs en Amérique, c'est un terme qui est vrai, mais qui est également incomplet. Les Africains ont participé à la colonisation de l'Amérique. Mais comment ils ont participé à cette colonisation? Peut-être l'occasion d'être explicite là-dessus. Oui, voilà, justement. Alors, nous, la tradition historienne fait qu'on ne parle que de l'esclavage. Les Africains en question étaient majoritairement sous la condition d'esclaves. Mais c'était également des acteurs économiques. Ils participaient à l'économie. Ils participaient à la création d'une nouvelle société américaine. Parce qu'ils étaient des esclaves, non seulement des esclaves économiques, mais également des esclaves domestiques, c'est-à-dire des gens qui partageaient leur intimité avec les Espagnols. Les gens qui participaient à l'évangélisation en même temps que les Espagnols. Donc, vous voyez, à mon avis, l'Afrique doit vraiment se savoir concernée par l'événement de 1492 parce qu'ils y ont participé et même ils ont participé à ce qui a suivi la découverte et la conquête de l'Amérique. Ils ont colonisé en même temps que les autres. La preuve, c'est que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il existe des cultures africaines
les cultures américaines d'origine africaine. Africaine. On n'a pas besoin d'être un grand sociologue pour le voir, un grand ethnologue pour le voir. C'est évident que vous soyez à Cuba, au Brésil, ou même au Chili, où on dit que c'est surtout un pays blanc, mais au Chili encore, il y a une présence culturelle africaine. Comprenez. Alors, monsieur l'ambassadeur, lorsque l'Espagne arrive finalement en Amérique, il y a aussi cette volonté d'organiser la société, de mettre un cadre légal à tout ce qui se passe là-bas. Oui, non, bien sûr. Disons que la découverte d'un monde aussi différent provoque la nécessité de vraiment se donner les outils, non, pour gérer d'une manière rationnelle la nouvelle situation. Non? Oui. Disons que il y avait déjà, quand les Espagnols arrivent là, il y a bien sûr beaucoup de choses qui viennent du passé. Non? Il y a par exemple les modèles de l'Empire romain, donc qui avait été un empire civilisateur en Méditerranée. Il y avait bien sûr, avant les Romains, des civilisations aborigènes. Et il y a eu, pendant cette période, une standardisation, la création des villes, la création des routes, etc. Donc c'était un modèle. Et c'était le modèle que les Espagnols voyaient comme leur modèle, un modèle de transposition culturelle. Oui. Et donc, en même temps, il y avait, disons, et quand il y a une répartition, entre guillemets, du monde entre l'Espagne et le Portugal dans des zones d'exploration, et ça, disons, est établi à partir d'un décret, d'une bulle du pape. Donc, et là, il y a un élément religieux important. Non? Et, bon, vous êtes censé de faire la découverte là, mais aussi de promouvoir la foi catholique dans ces territoires. Donc, il faut penser aussi à une structure dans ces cas. Par exemple, la présence des ordres religieux qui était importante à l'époque, notamment les jésuites et les dominicains. Les franciscains et les dominicains, les jésuites viennent après. Et qui vont transposer cette partie de la civilisation chrétienne. Non? Et, il y a aussi un énorme débat qui est très moderne et qui est à l'origine des institutions très importantes aujourd'hui. Non? Le débat de comment est-ce que les Espagnols peuvent aller là, pourquoi ils peuvent aller là, quel est le droit qu'ils ont, pourquoi peuvent-ils occuper les terres. Donc, en Espagne, il y a à la fin du XVe siècle déjà, avec la reine Isabelle, un débat très profond. Quand Colón arrive avec les Indiens qu'il ramène lors de son premier voyage, et il dit, bon, et vous voyez, il y a des gens là qu'on peut transformer en esclaves. Il dit, non, pas du tout. Ils ne sont pas des esclaves, ils sont mes sujets. Au même titre que les autres Castiliens. Donc, vous n'avez pas les droits. Et ça, c'est quelque chose... parce qu'elle était catholique, elle était très croyante. Non? Et ça, c'est quelque chose qui tient, qui continue. Et au début du XVIe siècle, il y a la controverse de Salamanque, avec Ginés de Sepúlveda, et le père de las Casas. Non? Il y a avant même les travaux extraordinaires de Fray Francisco de Vitoria, et qui est le créateur, en fait, du droit international. D'accord. Parce qu'il dit... Voilà, et ces travaux-là, est-ce que vous pouvez nous donner la consistance de ces travaux-là? Oui, tout à fait. Voilà. Oui, par exemple, et Fray Francisco de Vitoria, il demande, bon, quelles sont les bonnes raisons pour que les Espagnols puissent aller là, parfois conquérir, parfois lutter et occuper les terrains des Indiens. Il dit, bon, par exemple, il y a de bonnes raisons, il y a de mauvaises raisons. L'une des raisons, on essaie de faire le commerce avec eux, mais ils détruisent nos bateaux ou ils ne veulent pas. Et en ces cas, on dit, bon, c'est une raison, non, parce qu'on a le droit de faire du commerce. Et transposer la religion, on dit non, parce que la religion, c'est quelque chose qu'on doit absorber intimement. C'est pas quelque chose qu'on peut imposer. On peut imposer. Donc ça, c'était pas une bonne religion. Même on dit, le pape nous a donné le droit à travers les bulles. Et Fray Francisco de Vitoria, non, c'est pas suffisant. Une chose intéressante,
Et il dit, si l'on voit par exemple qu'il y a des peuples qui tuent des gens, qui traitent mal les ressortissants, qui font des sacrifices humains, comme c'était passé par exemple au Mexique avec les Aztèques, on a les droits. Donc, disons, on peut dire que déjà avec Francisco Vitoria, on voit les premiers exemples de la justification d'intervention par des raisons humanitaires. D'accord. Qu'on a vu récemment, par exemple, lors des guerres balkaniques, en 1990, finalement, l'intervention internationale était fondée sur ces principes, qui est un principe déjà du début du 19e siècle de l'école de Salamanca. Donc là, il y a une réflexion sur ça, et aussi sur il y a une mise en œuvre d'institutions très fortes pour notamment la protection des Indiens et aussi pour le déploiement d'un programme civilisateur. Donc il y a, par exemple, en Amérique, la première imprimerie, elle est établie au Mexique en 1534. D'accord. Et l'université en 1538. Et déjà, avant la fin du XVIe siècle, il y avait une vingtaine d'universités. Et le XVIIe siècle, une autre vingtaine d'universités sont créées. Et nous parlons de 1600. Donc il y a une énormité aussi d'écoles, de diverses études. Donc, en tout cas, on remarque tout le bagage moderne qui arrive. Au XVIIIe, c'est pareil. Il y a une transposition des institutions, et il y a la vice-royauté, il y a les tribunaux de justice. Il y a un réseau continental de chemins, les chemins royaux, les caminos real. Et ce sont... il y a les villes qui sont créées, ce ne sont pas les centres des Indiens, ce sont des villes créées sur le plan des villes trouves. Les villes carrées que nous voyons par exemple maintenant, quadrillées, que nous voyons par exemple typiques d'Amérique du Nord, ça c'est quelque chose qui provient de l'urbanisme espagnol en Amérique. D'accord. Et ça provient d'où? D'une source classique comme c'était Vitruve, qui était le grand théorique de l'architecture romaine. Donc vous voyez, il y a des éléments. Il y a beaucoup de choses qui sont fantastiques. Beaucoup d'éléments en tout cas qui apparaissent à ce moment-là, à cette période-là. Oui, il y a par exemple, vous connaissez, vous savez quelle est l'origine du mot Californie? La Californie? Allez-y. La Californie, c'est un nom qui apparaît dans un roman de chevalerie, Amadís de Gaula. Non, Serres d'Esplandian. Et c'est un roman qu'il s'écrivait un peu comme Don Quichotte, où il racontait les aventures médiévales, non? Donc, tous les conquistadors, c'était leur lecture. Et c'était un peu encore un Moyen-Âge. Donc, ils croyaient qu'ils pourraient avoir des choses fascinantes, différentes des animaux bizarres. Et ils croyaient, par exemple, bon, ça peut arriver que quelque chose qui est dans la Serres d'Esplandian, dans ces livres je vais le voir ici. Californie était, dans la Serres d'Esplandian, le royaume des Amazones. D'accord. Parce que quand Cortés est arrivé au Mexique, on lui a dit, il y a un royaume au nord où les femmes sont les maîtres. Donc il a dit, ça doit être la Californie de la Serres d'Esplandian. Alors voilà. Professeur, l'histoire elle est tellement intéressante qu'on pourrait poursuivre avec Monsieur l'ambassadeur qui ne se lasse pas et qui prend plaisir à nous la conter. On remarque qu'à ce moment-là, il y a comme une reconfiguration du monde atlantique. On parle désormais de l'Atlantique Nord, Atlantique Sud, Atlantique Noir même. Oui, je crois que avec la découverte de l'Amérique, il est évident que l'Afrique est impliquée dans cette nouvelle configuration du monde. C'est évident, avec les voyages dont nous avons parlé, les voyages qui contournent l'Afrique. Enfin, l'Afrique est bien impliquée dans cette nouvelle configuration. Mais quand l'Afrique est ainsi impliquée, il faut comprendre que au début, c'est-à-dire pendant la colonisation espagnole en Amérique,
les Africains sont impliqués en tant qu'esclaves. Ce qui n'enlève pas qu'ils arrivent à implanter les cultures africaines en Amérique. Et ce qu'il y a d'admirable, c'est que ces cultures-là, malgré la condition de culture interdite, elles subsistent encore jusqu'à aujourd'hui. Voyez? Ça, c'est comme si les Africains détenaient un secret, le secret de la subsistance culturelle. Regardez les cultures amérindiennes, elles ont toutes disparu. Et la culture africaine, qui n'était pas dans son sein, qui était donc transplantée, a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a eu des courants, il y a eu des penseurs, comme Jules Roy, le sociologue britannique, qui a lancé l'idée de l'Atlantique noir en 83. Cette idée-là de l'Atlantique noir souligne l'importance des communications, transplantations culturelles entre l'Afrique et l'Amérique. L'Amérique latine notamment. Voilà. Non, lui, justement, lui, c'est l'Amérique du Nord. Il parle sur des échanges entre les royaumes du Bénin, les royaumes de l'Afrique et les États-Unis. Or, depuis un certain temps, on est maintenant, sans négliger, sans rejeter l'idée de cette communication de culture entre l'Afrique et l'Amérique, on est en train de poser de nouveaux problèmes. C'est celui de l'Atlantique Sud. L'Atlantique Sud. C'est un problème, c'est une nouvelle notion géopolitique qui considère qu'il existe aujourd'hui des puissances autour de l'Atlantique du Sud. Vous avez en Amérique les pays comme le Brésil, l'Argentine, et même le Chili, qui revendiquent non seulement un espace maritime plus avancé, mais en même temps, ils veulent constituer, à travers ce qu'ils ont appelé la zone de paix et de coopération, l'Atlantique Sud, ils constituent donc des groupes d'intégration régionale entre ces pays-là et les pays de l'Afrique, où on trouve les pays comme l'Afrique du Sud. Donc on remarque que ces considérations sont les mêmes au niveau du continent africain. Et c'est effectivement. Donc il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Angola, il y a le Nigeria, qui sont très actifs dans cette nouvelle manière pour l'Afrique de s'impliquer dans les problèmes du monde. Et aujourd'hui, ces pays-là, ils ont lancé plusieurs initiatives. Il y a l'ASA, c'est-à-dire l'association des pays américains et africains. Il y a le COPACAS dont je viens de parler. Donc voilà, il y a une nouvelle manière de poser les problèmes de l'Afrique, de poser la présence de l'Afrique. Non seulement les États modernes africains et latino-américains s'unissent, ils collaborent, ils arrivent à lancer l'idée d'une coopération sud-sud et à travers l'Atlantique. Alors, monsieur l'ambassadeur, dites-nous comment est perçue cette présence africaine, sinon cette reconquête du continent africain vers le continent américain, sans pour autant qu'il n'y ait quand même la présence européenne? Oui, non, bon, je crois que c'est très positif, non? Bien sûr, les coopérations sud-sud, je crois qui ont été toujours l'un des expériences les plus intéressantes, et, disons, des récentes décennies. Et à partir de l'Europe, disons à partir de l'Espagne, nous avons bien sûr des relations très étroites, nous continuons à développer, et notamment, et nous avons maintenant fini de négocier un accord, Union européenne et Mercosur, et voilà, non, disons que la présence africaine, elle est là, et comme le disait le professeur depuis le début. Et finalement, bon, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a une énorme cohabitation de différentes cultures, voire de pidgin, non, et de mixtures, et qui font vraiment des expressions culturelles, des expressions sociales complètement remarquables. Non, voilà. Alors, professeur, pour terminer certainement avec vous, que doit-on retenir de ce rôle majeur qu'a joué le continent africain dans toute cette exploration, découverte, conquête, colonisation du continent américain, mais surtout comment les Africains eux-mêmes devraient reconsidérer leur rôle? Bien, à mon avis, le vrai problème des Africains par rapport à tout ce que nous venons de voir, c'est que tout le monde connaît l'importance, le rôle joué par l'Afrique, sauf les Africains eux-mêmes. C'est-à-dire que nous n'avons pas, disons, nous ne donnons pas l'impression de bien maîtriser ce que nous avons apporté au monde. Donc, la première chose, donc, c'est que les Africains s'approprient
s'approprient parfaitement le rôle qu'ils ont joué, qu'ils en prennent conscience. Vous savez, pendant la colonisation espagnole en Amérique, les vrais ennemis des colons étaient soit comment on appelle ça, les contrebandistes, soit les nègres marrons, ce qu'on appelle les nègres marrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Noirs qui s'enfuyaient, les Noirs esclaves qui s'enfuyaient et qui, en forêt, lançaient des expéditions pour attaquer les villes espagnoles. Ça veut dire que les nègres marrons ont véritablement joué un rôle tout à fait inconnu des Africains eux-mêmes. Vous savez, on a beaucoup parlé de Yanga au Mexique. C'est un seul exemple d'un Africain bantou qui a soulevé la colonie mexicaine pour dire que nous sommes là. Il ne voulait pas forcément retourner en Afrique. Il voulait occuper une place comme les autres. La place qui lui revenait La de place droit. qui leur revenait de droit. Voilà l'exemple. Il faut que l'Afrique sache qu'elle a des droits à revendiquer, non pas pour tuer qui que ce soit, mais pour occuper pleinement sa place et l'exercer pleinement en conscience de cause. Vous voyez, c'est ça, à mon avis, le plus grand, ce qui manque aux Africains. C'est que nous ne sommes pas assez conscients de ce que nous avons joué comme rôle dans l'histoire. Nous ne sommes pas assez présents, alors que les autres savent très bien ce que nous avons apporté. Il faut donc une prise de conscience des Africains. Merci à vous, professeur Nicolas Ngouvé. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine. Merci d'avoir été avec nous dans ce plateau spécial. Merci également à vous, monsieur l'ambassadeur d'Espagne au Gabon. Merci également pour votre apport, pour vos éclaircissements dans ce plateau et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.